Donc, c'est ta première fois sur Votre Games? Ouais, première fois, je suis ravi. Une belle énergie, donc voilà. Donc, je découvre un peu. Puis bon, nous, ce qu'on aime, enfin moi, ce que j'aime en tout cas, c'est comme j'ai des fans qui viennent d'un peu partout, Oui. c'est d'aller dans différentes régions de France. Et en plus, je suis gourmand, donc du coup, j'en profite pour découvrir les spécialités locales. Voilà. On t'invite dans un salon du jeu vidéo rétro. Ouais. Ça t'inspire? Est-ce que tu es Alors, gamer, toi? non, alors bon, je suis pas gamer parce que quand j'étais plus petit, ma mère était contre les jeux vidéo, déjà à l'époque. Donc, là, tu as l'idée. Donc j'ai découvert les jeux beaucoup plus tard. Moi, j'ai découvert avec la GameCube, D'accord. avec un jeu qui s'appelait Golden Eyes, qui nous rendait dingue. Et je jouais avec un ami, acteur, qui s'appelle Thierry Frémont. Ah, mais oui. Et on a fait des parties endiablées et ça nous rendait dingue. On jouait au sniper et on faisait des duels comme ça et ça nous rendait hystéro. C'était surréaliste comme truc. Voilà. Et j'ai un petit garçon de 10 ans qui, lui, a commencé évidemment par la DS et qui a la Switch. Voilà. Mais j'essaye en même temps de chapeauter ça parce que c'est un truc qui est très chronophage et voilà. Mais je pense que les jeux vidéo ne sont pas négatifs, c'est à partir du moment où tu ne proposes pas autre chose. Moi, je sais qu'on convertit toujours en lecture, en sortie, voilà. Donc ça, c'est le jour où il me dira j'ai plus envie de sortir prendre l'air, je m'inquiéterai. Donc là, il a des phases où il joue. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. On te connaît en tant qu'acteur, on va pas refaire ta filmographie. J'ai découvert aussi que tu étais réalisateur de documentaires. Ouais, j'ai réalisé 2 documentaires par accident. C'est une histoire un peu. Tu Enfin, as fait exprès, documentaire. non, c'est un peu ça l'idée. Non, en fait, je vois une annonce dans l'eBay pour faire la piste de hors-la-loi à cheval. Moi, je suis cavalier, j'adore ça. Et faire toute la piste de Billy the Kid à cheval. C'est un gros budget pour le faire seul. Donc là, il y a une prod qui cherchait des cavaliers pour le faire. Donc je réponds à cette annonce, je passe les essais, ça se passe hyper bien, mais le film étant prochain, il ne se fait pas. La productrice va voir Sur mes lèvres de Jacques Audiard au cinéma. Elle me rappelle après en disant voilà, j'aimerais que tu réalises un doc pour moi. Je lui dis mais je ne suis pas réalisateur. Elle fait oui, mais c'est un sujet sur les Indiens. Moi, je suis moitié Cherokee, moitié vietnamien. J'accepte d'en parler et comme ça est né As the Crow Fly, qui est un documentaire que j'ai fait en 2003 sur un local manager qui va chercher des cavaliers amérindiens dans le Montana et qui les ramène en France. Donc c'est un peu un état des lieux des réserves et en même temps la découverte et le décalage qu'il y a entre la vision de l'Indien un peu parasite aux États-Unis et l'icône du beau sauvage quand ils arrivent en France. C'est vrai qu'il y avait un tel décalage quand ils sont arrivés en France, où ils sont tout d'un coup courtisés, où ils réapprennent à regarder des blancs dans les yeux, chose qu'ils ne faisaient plus. Donc voilà, ça raconte un peu cette trajectoire-là. Et le deuxième documentaire, c'est un documentaire sur le devoir de mémoire. Je suis parti à Auschwitz-Birkenau avec des musulmans, avec le lycée français de la Marsa à Tunis. Donc dans tout le groupe, j'ai un seul juif. Et on va à Auschwitz. Alors pour moi, le devoir de mémoire est une évidence, d'autant plus que je suis fils de prof. Donc du coup, je me dis, bon, voilà. Et en fait, c'est là, en interviewant ces mômes-là, qui ont entre 14 et 19 ans, que je me dis, ouais, il y a quand même une urgence, il y a quand même une piqûre de rappel qui est importante, malheureusement. Et donc c'est leur vision des choses. Au départ, ils partent en voyage scolaire. Ça reste des ados. On est en pleine période de la tectonique à l'époque. Ils dansent la tectonique sur le parking. Ça, c'est la veille de partir visiter les camps. Et je pars sur le postulat de départ où je leur dis, voilà, je vais être dans la réception de l'hôtel. Je ne vais pas vous interviewer. Je serai en bas et ceux qui veulent venir parler à la caméra viennent me voir. Donc si tu veux... ils viennent en déconnant, parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir la carte Tour Montparnasse infernal. Du coup, ils sont détentes, ils déconnent, et ils me voient. Et en fait, ce film raconte leur réaction avant, le truc un peu abstrait qu'ils ont, et leur réaction après. Et c'est très surprenant. Parce que, effectivement, leur vision avant de visiter les camps, effectivement,
il y a des notions d'histoire qui sont clairement là, et en même temps, qui remettent plus ou moins en question. Donc moi, je suis un peu comme ça, mais je suis juste spectateur. Je prends, voilà, je veux surtout pas tomber dans le prosélytisme. Je suis vraiment sur une discussion, et on a leurs commentaires très très enjoués au départ. Et à la fin du séjour, je dis ceux sur le même principe, ceux qui veulent, qui ont besoin et qui ont envie de parler, peuvent venir parler à la caméra. Et on part sur le même module. Et là, c'est surprenant. Et donc, c'est pas vraiment un documentaire, c'est plus un outil pédagogique. C'est-à-dire que moi, je montre rien. Il y a effectivement Shoah qui a été très bien fait. Je voulais pas rajouter du pathos au pathos. Donc, je m'attelle sur le ressenti d'un ado qui parle à d'autres ados. Et je pense qu'on est tellement abreuvé d'images que ça devient abstrait. Et là, c'est vraiment des enfants qui font justement partie d'une génération abreuvée d'images, qui ont accès à Internet et qui d'un coup se disent « Ah ouais, il s'est quand même passé ça ». Donc ça, c'est... Voilà, donc le film, je l'ai présenté à l'ONU et à l'UNESCO, je l'ai présenté au CNRS. Et moi, ça m'a plu en tant qu'outil, en fait. C'est un lieu que tu connaissais déjà, Auschwitz? Non, en fait, non. Pour moi, c'était important d'y aller. J'y suis pas allé parce que je m'en sentais pas la force. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais une caméra qui me servait de bouclier. Et je me suis retrouvé, parce que j'ai vécu longtemps avec ce film, parce qu'on l'a déroché, on a fait le montage, c'était quasiment une autoprod, que du coup, je me suis retrouvé à le monter, à faire plusieurs montages. Et un jour, je me balade à Hôtel de Ville, et d'un coup, tout ce que j'avais emmagasiné, ce que j'avais retenu, je me suis mis à pleurer, mais sans aucune raison, en marchant, et ça m'a cueilli. Et oui, effectivement, c'est un truc super fort, et je trouve que c'est important. Malheureusement, il y a une piqûre de rappel qui... Quand on sent la montée de l'antisémitisme, du racisme, du communautarisme en règle générale, je me dis que oui, effectivement... Il était très touché par ça, puisque le premier documentaire, ça revient aussi. Oui, moi, quand je dis que je ne suis pas réalisateur, moi ce que j'aime, c'est échanger avec des gens. Et je pense que les deux films ont ce point en commun, que ce sont des rencontres et des discussions. Donc, le premier sur As the Crow Flies, c'est une discussion avec deux Indiens, un de 20 ans et un autre de 31. Et l'autre documentaire, qui s'appelle Mémoire d'enfant, et une discussion avec des ados. Et dans le film, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'à un moment, on est à Auschwitz-Birkenau, et il y a un livre d'or. Il faut savoir qu'ils sont tous musulmans, et ils tiennent tous à remplir le livre d'or. Alors c'est très particulier parce que c'est le lycée français de la Marsa à Tunis, c'est l'élite, ils sont quand même un cadre. Mais cette scène-là était super forte, vraiment. Et ce qui était aussi très dérangeant, c'est qu'à Auschwitz-Birkenau, la visite qui est faite par une nana qui balance des chiffres hallucinants. Chers visiteurs, l'émission live sur la scène principale avec Julien Thémou. C'est bien ça. Ouais, oui, ça calme. C'est deux salles, deux ambiances. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais c'était très surprenant. C'est cette signature du livre d'or. Ouais, pour moi, des c'est... chiffres. Et oui, alors la guide balançait des chiffres comme si c'était... Il y a un moment, l'un des accompagnants, qui est un prof de français, qui était incroyable, le lycée français de la Marsa, qui s'appelle Emmanuel Gillet, s'est arrêté et dit, voilà, là, on est en apté, là, on stoppe. Et il avait super préparé son voyage, il avait fait travailler sur Primo Levi, sur Je suis un homme. Enfin bon, c'est très émouvant. Voilà. Pas parce que je l'ai fait, mais vraiment parce que j'étais spectateur et parti dans cette aventure. Donc deux documentaires, et Ouais. puis une passion pour la peinture. En plus qu'une passion, parce que j'en ai fait mon métier codex. D'accord. Je peins, ouais. Je peignais de mon côté, et puis j'ai un jour, en 89, j'ai un copain qui me dit, écoute, si tu peins, je faisais des cançons en fait, je faisais des sanguines et de l'ancrage. Il me dit, si tu veux peindre, peins sur toile. Et il m'a offert ma première toile, et ça a commencé comme ça. Puis moi, ce que j'aime dans la vie, en règle générale, et que ce soit mon métier de peintre ou mon métier d'acteur, ça a été des rencontres.
Et c'est des rencontres qui m'ont permis de continuer chaque étape. Et donc j'ai rencontré un peintre absolument génial, Jean-Bernard Chardel, qui a parlé de moi sans que je le sache à un commissaire-priseur qui s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr. Et à l'époque, il y avait le comité de soutien pour Ingrid Betancourt. Il cherchait 50 artistes contemporains et il m'a choisi. Donc j'ai fait partie de ces 5. Donc là où je peignais en cachette, où je n'osais pas montrer, d'un coup je me suis dit, ouais, finalement ça peut peut-être avoir une existence. Puis après il y a eu tout un cheminement où j'ai commencé à montrer de plus en plus mes... Par contre, travaille concrètement sur Internet, sur ce Ouais, si tu tapes Bogotier de Carmoil, peinture, évidemment j'ai un site pas à jour, hein, et je suis resté aussi à la GameCube. Donc, moi, le rétro game, c'est pour ça que c'est vachement bien pour moi. Non, mais en fait, moi j'ai un atelier dans le 12e, donc, où les gens... Moi j'ai besoin de rencontrer les gens. Et là, j'expose, ce qui n'est pas pratique, j'expose en Chine pendant 1 an, parce que j'ai fait le salon d'automne J'étais sélectionné au salon d'automne et ils ont ouvert une antenne du salon d'automne en Chine. Et donc, ils ont ouvert un concours pour participer au salon d'automne en Chine, là. Et il fallait avoir été pris au salon d'automne à Paris. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné aux 2. Et du coup, là, j'expose pendant 1 an en Chine. Voilà. Mais je suis assez déstructuré parce que je suis souvent sur les routes et que j'ai plusieurs lieux de vie. Du coup, je m'accommode de tout ça. Ton métier de comédien, il existe toujours. Il existe toujours, il est pas... Ce qui est particulier avec le métier d'acteur, c'est qu'on ne décide pas de tourner ou de... Ça ne tiendrait qu'à nous, on tournerait tout le temps. Mais... Voilà, en France c'est assez compliqué. C'est-à-dire que pour français de base, moi je suis un chinois alors que je ne suis pas chinois. Moi j'étais adopté par des Bretons, donc j'ai pas d'accent, j'ai été élevé au beurre salé et donc et à l'andouille de Guéméné. Donc si tu veux, il y a vraiment un décalage. Donc moi je tourne quand on m'appelle. Je suis sur des jolis projets qui me prennent du temps parce que ce sont des projets chers. Là, d'ailleurs, je vais partir à Marseille pour tourner pour un copain. On n'est plus dans le rôle de chinois. Là, je vais jouer un japonais, mais je sais même pas, j'y vais parce que c'est un copain réalisateur. Mais si tu veux faire le rôle de chinois, ça ne me dérange pas si c'est bien fait et que c'est justifié. Bien sûr. Mais j'ai besoin de m'amuser. Oui, est-ce que tu que chinois. Voilà, c'est ça. En plus, c'est drôle parce que... Est-ce que tu as envie aussi, toi, des choses que tu aimerais faire Je pense que c'est pour ça que moi, à un moment, je suis passé par la case one-man show et j'ai fait partie d'une ligne d'impro parce que les choses que tu as envie de jouer, en fait, il faut te les écrire. Et puis ou alors faire des projets indépendants comme les web-séries, mais c'est très compliqué. Ça me fait penser à Frédéric Shaw aussi, qui écrit ces... Oui, mais c'est pour ça. Sur la communauté. Ouais. Mais en plus, il faut savoir qu'il y a... c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire que moi, à mon époque, j'ai 50 ballets. À mon époque, c'était très mal vu de faire. On était discret, il ne fallait pas qu'on fasse de vagues. Il y a une nouvelle génération maintenant qui s'est émancipée, avec Steve Tran, avec Frédéric Shaw, avec Bounamine. Toute cette nouvelle génération qui maintenant s'émancipe et fait des trucs. Et ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils ne font pas les Asiatiques. Ils ont une vraie volonté d'être acteurs, comédiens, et c'est pour ça qu'ils le défendent. Ils ne défendent pas une communauté. Par la même occasion, ils défendent une communauté, mais c'est secondaire. Leur envie première est de jouer la comédie. Et moi, je suis pas du tout pour le communautarisme en règle générale. Après, je pense qu'on a aussi, on prend la France, mais ça doit être dans beaucoup de pays où il y a une mixité de plus en plus importante. De toute façon, le monde s'ouvre. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut, même dans le cinéma, arrêter de présenter un Chinois, un Français. À un moment, il faut aller plus loin. Oui, mais pendant très longtemps, regarde, je me suis amusé à mettre bout à bout les différentes choses que j'ai tournées. J'avais l'impression que c'était le même épisode, tu vois, alors que c'était 10 trucs différents, avec l'accent, ce fameux accent que normalement j'ai pas, tu vois, mais c'est quand la feuille tombe de l'arbre, tu vois, Alors, quand tu le fais sciemment, moi j'ai besoin de savoir pourquoi je fais les choses, donc je le fais en m'amusant, et je le fais comme un accord avec moi-même, ou je le fais pas.
Mais si c'est pour déconner, oui, je suis capable de le faire. C'est pour ça que le contre-pied d'Eric et Ramsey, c'était drôle. Donc, tu vois, le fait de ne pas avoir d'accent, justement, le parti pris. Le fait de tourner, moi j'ai eu la chance en plus de tourner avec des réals totalement différents. Tu vois, j'ai eu l'immense chance de tourner avec Jacques Audiard, avec Jean-Jacques Hano. J'ai fait des trucs complètement. Voilà, mais j'ai pas une urgence. Autant j'ai un besoin viscéral de peindre, j'ai pas un besoin viscéral de jouer la comédie. Pour moi, les choses ont un sens et une essence. Donc j'ai besoin de. Ouais. C'est important. Mais là, je suis pas à l'abri de bonnes surprises, mais en même temps, je veux pas non plus. Je suis pas prêt à tout pour faire ce métier. Et puis je trouve qu'en plus, moi, je suis très très content. J'ai pas de. Mon ego se place pas là. J'en ai comme tout le monde, sinon je ferais pas ce métier-là. Mais je suis tellement heureux de voir Steve Tran, de voir Frédéric Shaw, de voir Bounagni qui le font très bien et ça me va. Je suis pas malheureux. Le jour où j'en serais malheureux, oui, effectivement, je me poserais des questions, mais là, j'en souffre pas. Voilà, je vis d'autres expériences et ça m'éclate. Donc, je suis excessivement chanceux. En tout cas, très belle rencontre. Eh ben, merci. Ça m'a fait très plaisir. Eh ben, écoute, c'est rigolo. Et puis, à bientôt. Eh ben, à bientôt.